طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب. Salam tout le monde. J'espère que vous allez bien, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Deen Challenge. Mais c'est pas vraiment un Deen Challenge. Bon, si, en vrai, c'est un Deen Challenge parce qu'en réalité, Dieu nous a conseillé de nous instruire. Dieu nous a conseillé de viser l'excellence. Et Allah, il nous a aussi indiqué qu'il fallait qu'on excelle dans cette dunya. Donc, cette semaine, aujourd'hui, on est lundi. Je suis partie au travail ce matin. Enfin, non, ce matin. J'ai commencé à 17h, j'ai travaillé aujourd'hui et c'était très fatigant. Mais je vais quand même commencer mon challenge aujourd'hui. Et mon challenge, c'est de regarder un documentaire par jour. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. J'avais vu un TikTok d'une fille qui disait que elle avait fait un challenge en mode elle regardait un documentaire par jour pour s'instruire, etc. Et moi, en ce moment, je veux grave reprendre la lecture parce que j'ai grave arrêté de lire à cause des partiels. Donc aujourd'hui, on va reprendre la lecture. Enfin non, aujourd'hui. Enfin, on va essayer cette semaine de reprendre la lecture et en plus de regarder un documentaire par jour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le documentaire, comme ça va vous inciter à regarder le documentaire. Et ensuite, je vais vous faire un petit résumé à la fin, quand j'aurai fini le documentaire. Je vous ferai un petit résumé, soit le lendemain, parce que je vais les regarder à chaque fois le soir, soit le soir même. Ça dépend si je suis pas trop fatiguée. Et pour la lecture, je vais essayer de vous conseiller des livres. Je vais vous conseiller, je pense que je vais vous faire ça à la fin de la vidéo. Je vais vous conseiller mes livres préférés. Je vais vous présenter mes livres préférés. Et en même temps, je vais... déjà, en ce moment, j'ai commencé ce livre. Bon, je l'ai déjà lu. C'est la deuxième fois que je le lis, mais il est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je le relis, parce qu'il est trop bien. C'est ce livre-là. C'est à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, c'est un livre qui présente des aspects, des caractéristiques de comportement ou de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre un petit peu de façon intimiste. Et je sais pas si vous connaissez Muslim City. C'est une édition américaine, mais genre vraiment j'aime trop les livres de cette édition. C'est Omar Suleiman qui est l'auteur de ce livre. Je pense que vous le connaissez tous, il est très connu. Et voilà, donc voilà. Et je reviens quand je serai en train de regarder mon documentaire. Bisous, guys. Pour que plus aucune fille ne subisse ce qu'elles ont vécu. Cap sur Burbank, dans la grande banlieue nord de Los Angeles. La ville a décidé d'afficher son soutien à celles qui se battent pour protéger les enfants des mariages précoces. Selon l'ONU, chaque année, 12 millions de filles dans le monde sont mariées avant leur majorité. Mais qui aurait pu penser que l'Amérique rentrait dans ces statistiques? Faire un résumé comme promis sur le documentaire que j'ai regardé hier. Alors en fait il a pas duré très longtemps, j'étais un peu déçue, il a duré genre 24 minutes, mais ça va, tu vois, c'est super intéressant. En fait ça parlait plutôt de l'état de la Californie. En fait ce qui me problème dans l'état de la Californie, c'est que, vous voyez, c'est un état qui est très riche, vraiment, genre carrément ils ont un budget qui est énorme et qui est plus avantageux que certains pays, genre, c'est une dinguerie. Et en fait, ils sont censés être progressistes de fou, tu vois. Enfin, le gouverneur là-bas, c'est un progressiste. Mais, étonnamment, c'est l'endroit où il y a grave des mariages d'enfants. En fait, aux États-Unis, c'est grave réputé, ça. C'est en fait des gens qui marient leurs enfants à 12, 13 ans, même plus tôt. Parce qu'en fait, aux États-Unis, tu peux te marier à 11 ans. Genre, c'est autorisé. Dans plusieurs États, c'est autorisé. Et il n'y a pas de loi fédérale qui interdit ça, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, je pense que vous connaissez qu'aux États-Unis, il y a les différents États. Et il y a un système fédéral. Genre, les États, ils ont un droit, ils ont une constitution, chacun a une constitution. Et chaque État, en fait, ils ont leur propre procès, leur propre cour et tout. Et du coup, dans les États, ils peuvent décider du système politique, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des conservateurs et des progressistes. Ça dépend des États où vous allez. Et du coup, en Californie, c'est grave répandu les mariages d'enfants. Et on apprend que les mariages d'enfants là-bas, c'est
c'est normal parce qu'en fait ils sont très conservateurs, ils sont très chrétiens. Et du coup il y a plein de parents, ils forcent leurs enfants à se marier, c'est un truc de fou. Ils vont même pas à l'école après, ils restent, ils finissent avec des enfants qui sont pas voulus. Et franchement c'est trop triste. Et du coup on a suivi l'histoire de deux femmes qui racontaient leur histoire. Et on m'a regardé qui racontaient leur histoire et comment genre ils vivent de ça en fait. Bref, en tout cas c'est pas mal, je vous conseille. C'est un documentaire Arte. Et c'est grave intéressant parce que tu as une nouvelle facette en fait des États-Unis, parce que tu vois souvent, on pense que les États-Unis c'est un pays très libéral où c'est pas du tout fermé d'esprit, alors qu'en vrai de vrai, c'est grave un pays qui est très religieux, qui respecte beaucoup la religion protestante, la religion chrétienne, protestante. Il y a beaucoup de protestants là-bas et c'est pour ça qu'en fait ils veulent pas autoriser l'IVG, etc. Parce qu'en fait c'est un pays qui est très religieux par rapport à la France, je trouve. Et voilà, bref. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de le regarder sur Arte. Et voilà, vous pouvez le trouver super facilement. Je vais vous laisser les amis. Là, je vais au taf. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, parce qu'il pleut. Là, je vais au taf. Je vais préparer des colis. Super. Mais bon, alhamdoulilah. Je suis contente de travailler parce que ça fait du bien, genre, de gagner de l'argent. C'est cool les études, mais ça te fait pas gagner de l'argent les études. Salut les filles. Ce matin, j'ai été à la FNAC et je me suis pris... Enfin, ce matin, cet après-midi. Je me suis pris ce livre. Excusez-moi ma voix. Genre, je vais l'acheter depuis grave longtemps. Je sais pas si vous connaissez. C'est sûr que vous connaissez. Il est super connu. En fait, c'est des correspondances de Maria avec Camus. Et du coup, voilà. Attendez, je vous présente le résumé. Voilà. Les filles, je pense que vous connaissez tous cette journaliste. Vous la connaissez tous. Je pense que elle est très connue. Et elle est vraiment envoyée spéciale, c'est tellement bien. Vraiment, regardez. C'est genre, j'avoue, les documentaires Arte, c'est trop bien. Mais je trouve que envoyé spécial, c'est encore mieux. Là, je pense que demain, je vais regarder celui-là, c'est sur Gaza. Et aujourd'hui, je regarde lui. Je l'ai vu sur TikTok. Inéo, il y a des chiffres grandeurs. Ah, tais-toi. Je l'ai vu sur TikTok et franchement, moi j'aime trop. Je sais que c'est bizarre, mais j'aime trop les documentaires sur l'État islamique, etc. Sur ce qui se passe. Parce que même si tu vois, c'est fini, il reste encore beaucoup d'enfants et de Français qui sont bloqués là-bas dans des camps de migrants ou dans des trucs de radicalisation, de déradicalisation. Et la France, elle a refusé en fait de rapatrier tous les Français qui étaient en Syrie par peur que ils fassent des attentats. Et carrément, ils ont décidé que c'était une décision, c'était un acte de gouvernement. Et un acte de gouvernement, en fait, ça peut pas être... tu peux pas le mettre devant un juge, en fait. Tu peux pas former un recours devant cette décision de l'État. Parce que tu vois, il y a des décisions où vous pouvez former des recours contre... par exemple, si par exemple vous avez une décision classique, elle peut, vous pouvez former un recours contre devant le juge pour demander est-ce que cette décision est légale. Alors qu'un acte de gouvernement, on ne peut pas, on peut pas former un recours dessus parce que on évoque que c'est une décision politique, que ça touche en fait à la fonction gouvernementale du gouvernement, donc faut pas, un juge ne peut pas le juger. Bref. Et du coup, c'est très intéressant. En fait, je trouve que la France est très lâche. Et en fait, c'est très dommage ce qu'ils font à pas les rapatrier. Surtout ceux qui sont déradicalisés. Même si, ok, leurs parents, ils ont fait des choses inimaginables. Ils ont impardonnables, etc. Mais c'est pas les mêmes personnes. Et enfin, si vous leur faites un suivi psychologique sécuritaire, ils vont carrément être des exemples pour les personnes qui voudraient se faire influencer par l'État islamique. Peut-être que dans un futur proche, l'État islamique va redevenir conséquent. Et avoir ces personnes-là en France, ça pourrait grave aider des jeunes à pas être influencés, à pas être embrigadés. Mais non, malheureusement, la France est lâche et préfère les laisser là-bas. Et au final, ça va créer un contre-courant
Et ça va faire que ces personnes-là vont encore une fois se radicaliser. Et je trouve ça grave en fait. Je trouve ça grave bête de leur part. Et bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Si vous êtes intéressé par le sujet, moi franchement je trouve que c'est trop intéressant. Et voilà quoi, c'est important je trouve. Parce qu'en fait, ok, ces gens-là ont fait des erreurs, mais il faut leur donner une chance. Enfin, je suis désolée. Je trouve ça un peu immoral de la part de la France, en fait. Et on sait tous pourquoi. Parce que je pense que vu que ça touche à l'islam, etc., bah, pas se mentir que la France a jamais aimé ce qui était islamique. Donc bon, je pense que ça joue aussi, ça. Même si en vrai, en réalité, il n'y a pas que des Arabes là-bas, il y a des Français, il y a des vrais Français, des convertis, etc. Je sais pas s'ils sont encore convertis. Mais ouais, mais en vrai, c'est compliqué. Mais d'un côté, je trouve que c'est triste parce que du coup, ces gens-là, ils ont malheureusement été dégoûtés de la religion. Ils ont vu la mauvaise... Enfin, ils ont vu... Ils n'ont pas vu la religion, genre, ils ont vu des innovations. Et je trouve ça tellement triste de ne pas leur laisser une chance. En plus, il y a un podcast, je vais vous le mettre ici. Il est trop trop bien. Et c'est un peu, ça parle aussi du même sujet, etc. Et en fait, c'est l'histoire d'une... Enfin, c'est la sœur d'un ancien djihadiste, enfin d'un djihadiste, il est mort, qui raconte son histoire, etc. Et bref, c'est trop triste. Faut trop vous écoutiez. Qu'est-ce que je fais avec ça? Papa a tué des centaines de gens. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux vivre avec ça? Je m'appelle Chris Huby, je suis journaliste. Je suis parti en Syrie avec Guillaume Le Tellier filmer un centre de déradicalisation des jeunes enfants de l'État islamique. Le centre de déradicalisation s'appelle Orkesh. Et Orkesh se trouve dans le nord-est de la Syrie, chez les Kurdes. On trouve 120 adolescents de 12 à 18 ans, de 34 nationalités différentes, qui ont été radicalisés par l'État islamique et que les Kurdes tentent de déradicaliser. Et évidemment, il y avait 4 Français à l'intérieur. Ces jeunes gens se divisent en 2 groupes. Il y a ceux qui ont été radicalisés par leurs parents et qui, pour beaucoup, ont combattu dans les rangs de l'État islamique dans les années 2000. Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai oublié de vous faire le résumé du documentaire que j'ai vu sur du coup les enfants des djihadistes. Franchement, il est juste incroyable le documentaire. Vous devez tous aller le regarder. Et il dure pas très longtemps, franchement, il dure 30-40 minutes, je crois. Et il est trop intéressant. Et c'est la première fois qu'il filme en fait des camps de déradicalisation. Et franchement, c'est super intéressant. Et en même temps, c'est super triste parce que malheureusement, c'est... En plus, il y a 4 enfants. Il y a 4 Français qui sont du coup bloqués là-bas. Et malheureusement, la France ne veut toujours pas les récupérer. Et ces gens-là, ils sont donc restés dans ces camps-là. Et il y en a plein qui ont des séquelles dans leur santé, qui ont par exemple qui ont subi des blessures à cause d'attaques de Daesh, etc. Par exemple, il y a le fils du coup de Fabien Klein, je pense que vous le connaissez tous, c'est celui qui a perpétré les attentats du 13 novembre. Et lui, il est parti en Syrie quand il avait, je crois, 12 ans. Et non, même plus petit, je crois. Et du coup, lui, il raconte son histoire et tout. Et franchement, c'est tellement triste parce que à cause de l'erreur de leurs parents, ils sont bloqués là-bas et la France, elle veut pas les récupérer parce que vous voyez, c'est grave une question politique parce qu'en fait, c'est des enfants de personnes qui ont perpétré des attentats, genre. Et avec le retour en ce moment, il y a quand même un mini retour de Daesh, etc. Bah, la France, elle a entre guillemets peur, mais je trouve ça tellement grave de les laisser là-bas parce que ils ont pas d'avenir là-bas, genre ils sont dans une situation grave instable et les autorités kurdes, ils ont pas assez de financement pour les aider totalement, tu vois, pour leur donner des conditions de vie viables. Ils mangent pas à leur faim, etc. Ils ont des problèmes de santé qui nécessitent en fait une opération. Ils peuvent même pas faire d'opération parce qu'il n'y a pas d'hôpital, etc. Donc franchement, il faut les rapatrier. Et même je trouve que le fait de les rapatrier, le fait de les éduquer, d'avoir un suivi sécuritaire, un suivi psychologique avec eux, ça va grave leur permettre
d'être des exemples pour ceux qui seraient peut-être influencés plus tard par Daesh, etc. Par des Français qui seraient peut-être influencés par ça. Et franchement, je trouve ça tellement triste de pas leur donner une chance. Genre, c'est des enfants, c'est même pas leur faute qu'ils sont là-bas, c'est à cause de leurs parents. C'est pas comme si c'était leurs parents. Genre, j'aurais dit, ok, si c'est les djihadistes, d'accord, je comprends votre peur. Mais là, c'est des enfants. Et sans compter que ici, tu vois, on parle des enfants, tu vois, des djihadistes. C'est un cas encore plus difficile à rapatrier pour les Français, mais on parle pas des femmes et les enfants, des enfants mineurs qui sont restés là-bas, tu vois, et qui, entre guillemets, c'est soit tu te sépares de ton gosse, soit tu restes avec lui en Syrie. Et il y a plein de femmes qui sont là-bas et qui sont bloquées là-bas. Mais bon, après, ces femmes-là, elles ont décidé d'y aller, tu vois. Elles ont eu l'intention d'y aller. J'avais regardé un autre documentaire, je sais plus, c'était au début de l'année, ouais. J'avais regardé un autre documentaire sur, cette fois-ci, ça parlait du coup des femmes immigrées qui sont dans des camps de réfugiés. Ils sont pas dans des camps de déradicalisation, mais vraiment des camps de réfugiés avec leurs gosses. Ils sont bloqués là-bas parce que bah, la France ne veut pas les rapatrier. Et bref, c'est grave une question géopolitique et c'est trop compliqué. Et la CEDH, déjà, la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a déjà, genre, effectué des décisions en disant que la France, elle se doit, en fait, de donner une réponse claire à ces gens, à ces demandeurs de rapatriement. Pourquoi on leur refuse? Parce qu'on leur donne pas de réponse, on dit que c'est un acte de gouvernement, comme j'avais dit la dernière fois. Je vous avais expliqué c'était quoi. Et donc, la CEDH, elle a dit que même si c'est un acte de gouvernement, là, la France se doit de répondre, en fait, et de dire pourquoi. Pourquoi vous voulez pas les rapatrier? Mais je trouve qu'il n'y a pas de raison, en fait. Ils n'ont pas de raison, en fait. Ils doivent les rapatrier. Et il y a un devoir de rapatriement, normalement. La France, elle doit rapatrier ses ressortissants quand ils sont en danger de mort. Elle doit les rapatrier. C'est un devoir. Mais malheureusement, elle ne le fait pas. Et c'est triste. Je trouve ça triste. Après, je peux comprendre, tu vois, l'enjeu politique, etc. Je peux comprendre, mais ça va aggraver la situation, en fait, de les laisser là-bas. Ça va tellement aggraver la situation. Et j'imagine même pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, tu vois, ces gens-là. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Genre, imaginez-vous, vous êtes bloqué dans un camp, vous mangez mal, vous êtes amputé d'une jambe, vous pouvez pas faire votre opération, vous êtes là en Syrie, bloqué, vous avez même pas accès à Internet. Tout ce que vous avez accès, c'est une télévision et genre des rediffusions de matchs de foot. Et vous avez rien pour vous cultiver, vous avez rien pour avoir accès au monde. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Genre, je sais pas si on se rend compte, ces gens sont coupés du monde. Genre, ils sont coupés du monde. Tout ce qu'ils ont vu dans leur vie, c'est Daesh et leur déradicalisation après. Et c'est un truc de fou. Je trouve ça tellement triste. Ils ont grandi comme ça. Genre, c'est ça leur éducation. Ils ont pas eu la même enfance que nous. Genre, ils ont pas eu dessins animés. Ils ont pas eu des trucs comme ça. En fait, tout ce qu'ils ont eu, c'est voir des gens décapités, voir des morts, voir des... C'est un truc de fou, Daesh. Et après, au final, leurs parents, ils sont tous morts. Ils sont là, ils sont posés dans un camp, ils attendent juste que de partir, en fait. Et ils peuvent pas partir parce que personne ne veut les récupérer. Et c'est pas une vie, genre, dans un camp. C'est pas vraiment le luxe de fou. Genre, ils ont rien, ils finissent leur journée. Enfin, ils ont des petits cours, vous voyez, des cours de déradicalisation. Ils appellent ça comme ça. Mais c'est des cours, ouais, des cours d'anglais, des cours de maths, de français, etc. Mais c'est pas suffisant, en fait. Genre, c'est pas suffisant. Je trouve ça dommage. Surtout qu'il y en a 4. Il y a 4 enfants. Genre, ça vous coûte quoi de rapatrier 4 enfants qui sont bloqués? Genre, ils sont dans un camp de déradicalisation. Ils sont déradicalisés maintenant, c'est bon. Vous pouvez les ramener. Et vous faites un suivi psychologique, etc. sur eux. Vous les laissez pas comme ça dans la rue, mais vous vous en occupez. Enfin, faut que vous vous occupez de vos citoyens. Je suis désolée. Mais bon, bref. On verra bien ce que la suite nous dira, mais ça m'étonnerait qu'il les rapatrie, surtout que maintenant, ça devient encore plus chaud, le Moyen-Orient, etc. Donc c'est pas possible, je pense. C'est triste. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, on regarde un autre documentaire Envoyé spécial. Vraiment, j'aime trop Envoyé spécial. J'aime trop. Aujourd'hui, on regarde celui-là, sur Gaza, parce que, vous connaissez tous la situation aujourd'hui qui est lamentable. Et on va regarder ça. Et je vous ferai un petit résumé. Bisous. 500 mètres de l'enclave palestinienne. Mais tu vas le voir, on a vite été exfiltrés par l'armée israélienne. On avait à peine posé nos caméras qu'une patrouille est arrivée.
Éteignez vos caméras. Bonjour, on est français. Ok, vous coupez la caméra. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Par cette route-là. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous n'avez pas d'autorisation, vous devez quitter la zone. C'est une zone de guerre. Et dites-lui d'éteindre sa caméra. Un peu plus loin, nous sommes de nouveau arrêtés. On va vous conduire hors d'ici. Bon bah là, on se fait escorter par l'armée israélienne. On est à peu près à 500 mètres de Gaza et on doit quitter la zone. C'est une zone de guerre, ils nous disent. Donc on y va. Impossible pour nous d'entrer dans Gaza. Alors pour raconter cette guerre de l'intérieur, j'ai contacté les derniers journalistes, les derniers médecins, humanitaires, gazaouis et étrangers qui sont encore présents sur place, afin qu'ils nous envoient des images que nous avons vérifiées. Et ce qui m'a frappé, c'est que tous voulaient nous alerter sur la situation catastrophique des enfants de la bande de Gaza. Et voici leur témoignage. Il y a la guerre vue du ciel, il y a les drones israéliens, et celle qui est vécue au sol et filmée par des vidéastes gazaouis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais partie chercher de la farine. Mon Dieu, pourquoi tu me... Bon les filles, j'ai oublié de vous faire un résumé du documentaire que j'ai regardé sur Gaza. Et franchement, il est tellement triste. Je vous jure, il est tellement triste. Et j'ai fait que pleurer, genre en le regardant. Franchement, c'est vraiment un endroit où tu peux même pas imaginer genre une once de vie, genre je sais pas, tu peux même pas imaginer ce qu'ils vivent. C'est tellement horrible, genre. Et ça fait tellement mal au cœur, le laxisme qui se passe aujourd'hui, le silence autour de ça. Et les gens sont tellement, genre, incohérents. Ils sont là, ils les incriminent pour le 7 octobre, alors que ça fait des milliers et des milliers d'années que... pas des milliers, mais genre des dizaines d'années, que Israël fait 1000 fois pire à la Palestine. Et je trouve ça grave, en fait, de comparer 50 morts à plus de 35 000 morts et 50 000 morts. Genre, c'est... Genre, moi, perso, les gens qui disent oui, est-ce que tu condamnes le 7 octobre, etc. Mais en fait, tu peux même pas condamner le 7 octobre avec ce qui se passe après, en fait. Genre, c'est pas de la défense, en fait. C'est pas de la défense, c'est un génocide. Il faut se réveiller, il faut arrêter de faire les hypocrites. Et il faut se réveiller, en fait. Franchement, aujourd'hui, on est dans une société qui use des opprimés dans tous les sens du terme et qui en fait soit de la main d'œuvre, soit pour l'économie, soit pour avoir des alliances, etc. Et un État, il aidera les opprimés seulement s'il a un intérêt économique à ça. Et je trouve ça tellement triste. Et je trouve ça tellement triste encore plus. Le silence des pays arabes, et il n'y a aucune aide de leur part, genre aucune aide de leur part. Aucune aide de leur part. Et ça me choque encore plus parce que eux, c'est des musulmans. Enfin, c'est censé être des musulmans. Ils sont censés aider leurs frères et sœurs. Et des pays comme la Jordanie, des pays comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, ils ont les moyens de les aider. Ils ont 40 000 moyens de les aider. Ils peuvent les aider. Ils peuvent les aider à construire une armée. Ils peuvent les aider à sortir de Gaza. Ils peuvent les aider à... Sans parler de l'Égypte qui profite de cette situation pour augmenter les tarifs de sortie. Et ça, je trouve ça tellement grave. Je trouve ça tellement grave. Vraiment, ces gens-là seront châtiés par Dieu d'une manière inimaginable, en fait. Bref, on doit continuer à faire des doigts pour eux. Faites des doigts pour eux. N'arrêtez pas de penser à eux. C'est très important. Ils ont besoin de nous. Même si on peut pas les aider. On peut pas les aider, entre guillemets. On peut pas aller là-bas, etc.
Mais ce qu'on peut faire, c'est les doigts. Et bien sûr, l'aide financière, c'est l'aide qui marchera le mieux. C'est vraiment la meilleure aide que vous pouvez faire pour eux, c'est les aider financièrement. Et vous révolter, ne pas rester sans rien dire. Continuez à en parler tous les jours, partagez dans vos réseaux. Soyez s'informer sur la situation là-bas, c'est trop important. Bref, bisous guys. Comme promis, je vais vous présenter du coup mes 4 livres préférés en ce moment, depuis tous les livres que j'ai lus, les 4 livres qui m'ont vraiment marqué de fou. Sans compter, tu vois, c'est pas vraiment des livres, c'est pas genre j'ai enlevé la catégorie religion, j'ai vraiment juste pris les livres entre guillemets classiques, les meilleurs que j'ai lus. Pour commencer, je vais parler de Lettre à une inconnue. Vraiment, Lettre à une inconnue, c'est, si vous voulez, une histoire d'amour passionnel. En plus, il est vraiment court et tellement bien écrit, c'est tellement bien écrit. Et c'est une histoire vraie en plus, et c'est sous forme de lettres, et c'est ça que je trouve incroyable. Je vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce que ça va gâcher, en fait, je trouve que ça va gâcher le suspense. Mais en tout cas, si vous voulez un livre qui raconte une histoire d'amour passionnel, avec un peu dramatique, un peu nostalgique, bah, je vous conseille grave de lire Stéphane Zweig, Lettre d'une inconnue. Je vais vous tout retourner comme ça, vous allez lire le résumé. Mettez pause. Ensuite, deuxième livre dont je veux vous parler, c'est Souad, Brûlée vive. Ce livre, je l'ai lu pendant l'été 2023 et c'était vraiment un coup de cœur. Déjà, moi, j'aime beaucoup les histoires dramatiques, j'aime beaucoup... Oh, excusez-moi, on m'a dérangé. Du coup, je répète ce que je disais. Donc, si vous voulez... Enfin, moi, j'aime beaucoup, du coup, les livres qui sont très... J'aime beaucoup les fictions historiques, en fait. Les histoires qui sortent d'un contexte historique et qui t'apprennent des choses sur l'histoire, mais en même temps, t'as quand même un plot, t'as quand même une intrigue. Et je vous conseille grave Brûlée vive, parce que déjà, c'est une histoire vraie. Et c'est important d'apprendre ce qui se passe dans le monde. Et en plus, ça parle des crimes d'honneur. Je ne sais pas si vous connaissez les crimes d'honneur. Les crimes d'honneur, c'est tout simplement des crimes qui vont être perpétrés contre des femmes qui ont, entre guillemets, gâché l'honneur, trahi l'honneur de leur famille en ayant un enfant hors mariage ou en faisant en ayant des relations sexuelles hors mariage. Et du coup, ça se passe dans les pays comme l'Irak, la Turquie, il y a aussi en Palestine. Du coup, ça c'était en Palestine, je crois. Mais c'est un livre qui date, hein. C'est en Palestine de l'époque. Et donc ce livre, voilà, il est super touchant. Donc tout le monde doit le lire, vraiment, je vous le conseille. Ensuite, deuxième livre que j'aimerais vous parler, c'est Khaled Hosseini. Vraiment, Khaled Hosseini, l'un de mes auteurs préférés. Avec Zweig, j'aime trop Zweig et j'aime trop Khaled Hosseini. Parce que Khaled Hosseini, c'est vraiment... c'est un homme qui aime les femmes. Genre vraiment, ça se voit que c'est un homme qui aime les femmes et qui raconte bien des histoires de femmes. Et genre presque dans tous ses livres, il y a des femmes qui sont fortes, il y a des femmes qui sont imposantes, puissantes, des femmes qui sont soumises en soi quand tu regardes, mais quand tu racontes leurs histoires, tu te rends compte qu'en fait c'est des femmes qui vont tout essayer pour sortir de cette soumission, et je trouve ça tellement incroyable. Et tu vois, ça tombe pas dans... Parce que tu vois, il y a des livres, vous voyez, il y a certains livres qui, souvent... Quand ils parlent de femmes qui sont conditionnées par leur mari et tout, souvent ça arrive dans cet amalgame que l'islam en fait soumet la femme, alors que Khaled Hosseini, je trouve qu'il fait bien la part des choses et il donne pas cette image que la religion est une condition pour la femme. Il donne souvent cette image que la religion c'est un lâcher prise pour la femme, que la religion c'est ce qui lui permet de, entre guillemets, respirer, d'avoir espoir. Et dans le livre de Khaled Hosseini, il y a beaucoup de mentions à des versets du Coran où Mariam, c'est l'une des femmes qui est dans l'histoire, va mentionner des versets du Coran à sa fille, à ses enfants, pour les rassurer. Et souvent, du coup, à la fin de l'histoire, il y a une mention d'un verset. Et vraiment, ce livre, il est juste incroyable. Et franchement, il est trop bien. L'histoire de l'Afghanistan, c'est vraiment l'histoire d'un pays qui m'a marquée. Et à ce moment-là de ma vie, c'était en terminale. J'ai beaucoup appris sur l'Afghanistan. J'ai vraiment kiffé en fait les livres de Khaled Hosseini. Ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur l'Afghanistan. Et après, j'ai regardé plein de documentaires sur l'Afghanistan et
Franchement, c'est un pays qui est très très riche culturellement, mais malheureusement qui a toujours subi des colonisations, qui a toujours subi des conflits compliqués. Donc je vous conseille grave ce livre si vous voulez un peu en apprendre plus sur le Moyen-Orient, en apprendre plus sur les femmes dans des pays qui sont en dictature et tout. Et il n'y a pas d'amalgame sur le voile, il n'y a pas d'amalgame sur la religion dans ce livre-là. Il y a un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui s'appelle La librairie de Téhéran. Et dans ce livre, il y avait beaucoup d'amalgame sur le voile, beaucoup d'amalgame sur la religion, qui disait que la religion conditionnait la femme. Et j'ai arrêté de le lire parce que en fait, c'est des livres qui sont islamophobes malheureusement et qui mélangent tout. Alors que ce livre-là fait bien la part des choses et c'est pour ça que je l'aime. Donc voilà, lisez-le. Le dernier livre que je conseillerais, je pense que vous le connaissez tous, tout le monde le connaît ce livre. C'est un livre qui est juste incroyable et je pense que c'est le livre qui m'a donné envie de continuer à lire des livres. C'est Yasmina Khadra, Ce que le jour doit la nuit. En fait, Yasmina Khadra, vous voyez, j'ai un avis un peu mitigé sur lui, c'est un homme. D'un côté, je trouve que il s'approprie un peu les cultures, il s'approprie les pays dans ses livres. Mais quand il parle de l'Algérie, j'aime beaucoup parce que c'est son pays et il s'y connaît. Et je trouve que dans ses autres livres, par exemple Khalil, etc., ça va, ça passe. Mais dans certains autres livres, je trouve qu'il s'approprie trop les cultures. Par exemple, j'avais lu un livre sur Kaboul de Yasmina Khadra, ça s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Et ce livre, j'ai vraiment pas kiffé parce que ça se voyait qu'il connaissait pas trop le conflit, qu'il connaissait pas trop les choses et qu'il y avait beaucoup de manquements dans le livre et qu'il y avait trop de fiction et que ça allait un peu bizarrement, c'était pas cohérent. Alors que Yasmina Khadra, Ce que le jour de la nuit, ça se voit qu'il connaît son sujet, ça se voit qu'il connaît bien la colonisation. Bah, de toute façon, il a subi ça, il l'a vécu parce qu'il était dans l'armée. Et ce livre-là, vraiment, c'est vraiment une histoire d'amour passionnelle. Mais en même temps, ça montre un peu en fait, moi, ce que j'aime trop dans ce livre, c'est vraiment genre la morale de l'histoire. C'est pas vraiment l'histoire en soi, c'est vraiment la morale qui m'a touchée. C'est le fait de... Parce que tu vois, la morale de l'histoire, c'est que tes regrets, en fait, ils te suivront toute ta vie. Et je trouve que ça, c'est vraiment incroyable, genre, la morale de l'histoire de fin. Parce qu'au final... L'histoire d'amour en soi n'est pas ouf. Genre, c'est pas un truc de fou. C'est vraiment genre comment il écrit, comment il a sorti le truc, comment les péripéties qui se sont passées dans sa vie. Bref, c'est ça qui est important. Je vais pas vous spoiler l'histoire parce que je trouve que c'est bête. Les gens qui racontent les histoires pour donner envie aux gens de lire, franchement, vous leur racontez l'histoire, ils vont pas découvrir. Donc vraiment, je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez, un livre dramatique encore une fois, un livre sur l'Algérie parce que vous allez en apprendre sur la colonisation, sur la période de la colonisation. Et un livre qui a une très très bonne morale, une très très bonne intrigue. Je vous conseille. Donc voilà les livres que je vous conseille. Si vous avez des livres à me conseiller, dites-moi s'il vous plaît. Parce qu'en ce moment je suis un peu... j'arrive pas à trouver des livres qui me bercent. Genre des livres vraiment où je m'y tiens de fou et que j'aime trop comme quand j'ai lu ces livres-là. Donc dites-moi si vous avez un livre incroyable à me conseiller. Qui vous a touché, qui vous a marqué. Donc voilà, n'hésitez pas les girls. En tout cas, moi, je vous conseille ces 4 livres. Vraiment, c'est des pépites. Après, j'en ai des autres, hein, mais ceux-là, c'est vraiment ceux qui m'ont tilté vraiment. Et que j'aime beaucoup. Donc voilà, bisous. Et je vais m'arrêter là pour le vlog. Enfin, je vais m'arrêter là pour le Jean Challenge. J'espère qu'il vous a plu. Même si, bon, j'ai pas trop filmé, mais il y a des documentaires que j'ai vus. Mais je pense que la vidéo, elle va être déjà assez longue. Je préfère m'arrêter là. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bisous. La semaine prochaine, je pense que je vais vous faire un vlogcast, Inch'Allah. Bisous les filles.